Herzstöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Récemment, apparut en Suisse une mise à jour des recommandations relatives aux mutilations génitales féminines et à l'excision à destination des professionnels de santé. Des sages-femmes, membres du réseau suisse contre l'excision, ont participé à l'élaboration de ces recommandations, parmi lesquelles, pour la Fédération suisse des sages-femmes, Maria-Pia Politis-Mercier, enseignante au sein de la filière sage-femme de la Haute École de Santé Vaud et aujourd'hui retraitée. Je m'appelle Jeanne Ray et je la rencontre aujourd'hui en compagnie d'Ariane Lachance, sage-femme qui accompagne à l'hôpital Rivière-à-Chablais des femmes concernées par les mutilations génitales féminines. Toutes les deux, elles évoquent dans cet épisode leur expérience de cette thématique et la place des sages-femmes dans ces dernières recommandations. Mais avant cela, je commence par interroger Maria-Pia sur les origines de son intérêt pour cette question. Eh bien, c'est un sujet qui m'a interpellée la première fois il y a plus de 40 ans, où j'ai rencontré une femme. C'était dans le cadre d'une activité dans un EMS. Elle était employée comme moi et elle venait d'un pays d'Afrique de l'Ouest où la pratique existait et c'est elle qui m'en a parlé, plutôt d'une manière positive, comme une marque distinctive de sa culture à laquelle elle était très attachée. J'ai gardé ceci en mémoire tellement pour moi c'était étonnant et j'étais pas sûre d'avoir très bien compris les tenants et aboutissants. Et plus tard, après l'école d'infirmière, qui était ma première formation, je suis partie en Afrique de l'Ouest et j'ai eu l'occasion de rencontrer Edmond Kayser, le fondateur de Terre des Hommes, qui avait commencé à militer contre les mutilations génitales féminines. Et voilà que je retrouvais ce sujet avec une ampleur inédite. Je commençais à un petit peu mieux comprendre aussi en voyageant dans un pays où à l'époque c'était une pratique extrêmement presque banale tant elle était courante. Puis après, en devenant sage-femme, j'ai rencontré en Suisse, en salle d'accouchement, les femmes qui arrivaient directement de Somalie, donc là en Afrique de l'Est, avec un autre type de mutilation génitale. Et on voyait ces femmes arriver à l'accouchement, on n'avait pas d'interprète le plus souvent, et elles étaient souvent infibulées. Et les connaissances et les pratiques étaient particulièrement lacunaires pour savoir comment s'y prendre avec elle. Et on a vécu comme ça des situations que, à l'heure actuelle, je qualifierais plutôt de dramatiques. Et quand je suis arrivée à l'école de sage-femme, c'est là que j'ai eu l'occasion de pouvoir développer la formation initiale des étudiantes sages-femmes et d'enrichir leurs connaissances et leurs compétences sur le sujet, puisque au final, on a pu établir une collaboration avec la doctoresse Jasmine Abdul-Kadir pour déjà apprendre les gestes de désinfibulation en salle d'accouchement aux étudiantes sages-femmes. Jasmine Abdul-Kadir, gynécologue aux hôpitaux universitaires de Genève, a mis en place en 2010 une consultation spécialisée dans les mutilations génitales féminines. Elle a également œuvré à la formation des professionnels de santé et à la sensibilisation du grand public sur le sujet en Suisse. Ariane, elle, intervient en tant que sage-femme au sein d'une consultation qui a ouvert en 2020 à la maternité de l'hôpital de Rhénat. Elle explique ici l'objectif de cet espace de parole mis à disposition des femmes concernées. On sait qu'en Suisse, il y a quand même, on estime 22 400 femmes qui pourraient être concernées ou menacées par cette pratique. Le fait d'ouvrir une consultation spécialisée en région permet aussi d'ouvrir à la fois l'accès plus facile à ces femmes-là, en sachant que
Souvent, ces personnes n'oseront pas forcément aborder ce sujet qui est souvent très tabou. Donc, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir l'accès à ces femmes si elles ont besoin d'en parler, si on a besoin de prendre soin cette partie-là de la femme, de son parcours, qu'on puisse le faire même en région, pas forcément de devoir l'envoyer soit aux Hugues, aux CHUV, ou voilà. Et alors, que sont les mutilations génitales féminines? L'Organisation mondiale de la santé définit les mutilations génitales féminines comme toute intervention menant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes ou toute lésion de ces organes génitaux externes-là sans forcément avoir de raison médicale. Après, il y a différents types de mutilations génitales féminines qui sont classifiées selon le degré. Il y aura une prise en charge qui peut être diverses, en fonction du type. Peut-être on peut aussi préciser quelles peuvent être les incidences des mutilations génitales féminines sur la santé des femmes. Alors, que ce soit en rapport avec la grossesse et l'accouchement et le postpartum ou pas, en fait. Bon, on sait que les mutilations génitales féminines n'ont pas vraiment de bénéfices pour la santé de la femme, qu'il peut y avoir des complications. Si on prend dans l'immédiat sur le court terme, c'est des petites filles qui peuvent se retrouver, par exemple, en choc septique, en choc hémorragique, avec des infections urino-génitales importantes ou, par exemple, rétention urinaire aiguë. Après, d'un point de vue plus long terme, par exemple, si on prend au niveau obstétrical, on sait que c'est des femmes qui vont avoir un risque augmenté de césarienne qui peut être lié au fait que simplement que l'équipe ne sera pas suffisamment formée et informée sur la désinfibulation. Un risque augmenté de lacération périnéale importante, de degré 3 par exemple, un risque augmenté d'instrumentation, un temps prolongé de la deuxième phase du travail. La naissance peut aussi raviver un stress post-traumatique. Du point de vue psychologique, ce sont des femmes qui peuvent aussi avoir des troubles anxieux. Voilà, aussi au niveau sexualité, c'est des femmes qui vont peut-être avoir plaisir diminué, lubrification qui peut aussi être diminuée. Mais attention, c'est pas toutes les femmes qui vont être concernées par ça c'est important de le dire, mais qu'elles peuvent être et qu'elles peuvent avoir besoin d'en parler et de comprendre. Et alors, pourquoi les sages-femmes sont particulièrement concernées par cette thématique? Parce que les sages-femmes, c'est elles qui vont accompagner la grossesse, l'accouchement, le suivi postpartum. Elles sont concernées à plusieurs moments. Donc, une femme, par exemple, selon le type de mutilation génitale qu'elle aura, il y a une prise en charge qui sera nécessaire, importante. Ce sera important de préparer la femme, comme par exemple, je pense à une femme qui est concernée par une infibulation. Qu'est-ce que c'est une infibulation? Une infibulation, c'est vraiment c'est une fermeture soit des petites lèvres ou des grandes lèvres par raccollement. Donc, on aura incisé oui ou non le clitoris ou le capuchon, une partie du capuchon du clitoris, et ensuite les petites lèvres pourront être incisées ou pas et ensuite raccollées, ou sinon c'est les grandes lèvres qui peuvent avoir été aussi incisées et raccollées. Et on se retrouve du coup avec un pont qui ferme l'orifice, une grande partie de l'orifice vaginal, qui ferme aussi la vulve, où on n'aura pas accès aux méas urinaires. Voilà, il y a différents degrés aussi, hein. Il y a des petits ponts, il y a des grands ponts, et à ce moment-là, c'est très important de pouvoir identifier, de pouvoir discuter avec la femme, de pouvoir préparer, parce que pour l'accouchement par voie basse, on aura besoin de faire une désinfibulation.
Mais une désinfibulation, pour la faire dans de bonnes conditions, on a besoin de préparer la femme psychologiquement aussi, comment elle voit aussi, comment elle perçoit cette éventuelle désinfibulation. Aussi de préparer la femme au changement possible qui aura lieu après, si elle est d'accord pour tout ça. Voilà. Récemment, le réseau suisse contre l'excision a réédité des recommandations ou a mis à jour des recommandations à destination des professionnels de santé. Alors tout d'abord, pourquoi des recommandations? Et par ailleurs, quelle y est la place des sages-femmes? Parce que toi, tu y as participé, Maria-Pia. Alors, les nouvelles recommandations suisses remplacent les précédentes qui dataient de 2005. Il n'y avait pas eu de mise à jour depuis lors. Le travail s'est fait de manière interprofessionnelle, ce qui est une bonne chose puisque le sujet est très vaste. Ça peut concerner les pédiatres, mais aussi le système éducatif, le système juridique. Et disons, en tant que professionnel de santé, on utilise toujours des domaines qui sont pas directement les nôtres. Donc, c'est important de savoir un peu s'orienter dans le domaine du voisin afin d'avoir une meilleure prise en charge. Et la Fédération des sages-femmes a été contactée pour intégrer le groupe qui allait formuler ces nouvelles recommandations. Et j'ai été déléguée à ce sujet puisque j'avais promu l'enseignement de ce thème pour les sages-femmes. Et alors concrètement, que peuvent apporter ces recommandations aux sages-femmes? Alors il y a un rafraîchissement des connaissances, un enrichissement des connaissances avec les pratiques recommandées internationalement qui figurent dans le document. Et les sages-femmes sont régulièrement nommées dans le document en tant que professionnels de santé. Maintenant, nous sommes depuis quelques 20 ans une profession de niveau HES. Donc, on a une responsabilité, une autonomie à faire valoir au sein du système de santé, mais aussi au sein avec la population concernée. Donc, ça veut dire aussi oser aborder ces sujets qui, on va dire, sont pas des sujets quand même hyper fréquents. Oser les aborder, devoir même les aborder avec les femmes, avec les conjoints aussi, il faut pas les oublier. Par exemple, les recommandations essayent de créer plutôt le dialogue avec les femmes concernées et donnent beaucoup d'exemples de comment entrer en communication avec ou sans interprète communautaire. Donne aussi un rôle à la sage-femme si la désinfibulation devrait être pratiquée durant l'accouchement. Une sage-femme peut être dans une équipe, la personne la plus qualifiée parce qu'elle l'a déjà fait. Ça peut être un geste sage-femme, pour autant évidemment qu'elle ait été formée à ce sujet. Donc les sages-femmes, si on veut prendre en charge le plus complètement possible les femmes, ça n'empêche pas bien entendu de s'appuyer sur d'autres spécialistes comme un sexologue par exemple, mais disons il y a quand même des éléments de base que nous avons le droit et le devoir de réaliser avec les femmes. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ces recommandations sont à diffuser aussi auprès des infirmières, des assistantes en soins, enfin, disons, tous les professionnels de santé, parce que une femme qui a eu une mutilation, elle a sa période reproductive, mais elle peut être vue par des professionnels de santé, elle va vieillir, elle peut être vue après sa période reproductive, ou bien elle peut être dans un service où elle a besoin de soins pour une autre raison que la maternité ou même la gynécologie. Et si les professionnels qui sont là ne savent pas de quoi il s'agit ou qu'ils ont des a priori négatifs le plus souvent, la prise en charge sera nettement moins bonne et favorise aussi les discriminations, les stigmatisations.
Ariane, tu as réagi tout à l'heure quand Maria-Pia disait qu'il fallait prendre aussi en compte le conjoint dans l'histoire. Quel contact, toi, tu as avec les conjoints et qu'est-ce qui ressort des discussions s'ils sont dans la boucle? Ils viennent pas toujours aux consultations, mais j'essaie vraiment de faire en sorte qu'ils se sentent impliqués d'une manière directe ou indirecte. Je suis vraiment restée assez surprise de l'ouverture d'esprit que j'ai pu avoir des jeunes papas qui accompagnaient leurs femmes durant une consultation. J'avais vraiment l'impression que, en fait, ils avaient envie que leur femme soit bien, en fait, et puis que c'était important que on en parle tout le monde ensemble. Et intéressés aussi par l'anatomie, à poser des questions. Et puis, moi, j'ai dû apprendre aussi à m'adapter. Parce que, voilà, j'ai l'habitude de peut-être travailler beaucoup dans ce contexte-là, peut-être plus avec la femme, et puis d'avoir aussi le papa, de parler d'intimité, d'excision. Moi aussi, j'ai dû, m'adapter dans faire parler le père, pas juste la mère, de travailler un petit peu plus finalement en trialogue ou en plus avec des fois l'interprète. Donc c'est une articulation qui est différente dans la consultation, mais qui est très intéressante et qui effectivement le papa peut être aussi un levier pour faire évoluer les pratiques aussi. Vous avez évoqué toutes les deux le travail avec les interprètes communautaires. D'ailleurs, les recommandations évoquent le travail avec ces multiplicatrices. Justement, auprès des étudiantes, on peut imaginer qu'une multiplicatrice peut être un point d'entrée précieux dans le sujet, à la fois parce qu'elle est formée, parce qu'elle connaît le sujet, mais parce qu'elle a le recul. Maria-Pia, quels ont été les apports d'une multiplicatrice dans tes enseignements? C'est notamment ce qu'on pourrait dire des aspects anthropologiques, de se dire, mais pour les femmes du pays X, qu'est-ce que ça signifie? De pas les voir comme ici, on a tendance à les voir comme des victimes. Une femme peut être fière d'avoir une mutilation génitale parce que ça représente sa culture. Donc ça, quand c'est quelqu'un du pays qui le dit à des étudiantes, ça marque beaucoup. De donner des exemples qu'elle a vécu avec des compatriotes aussi. Tout ça va donner quand même une force, un poids important. Et aussi de se dire, mais on peut parler avec ces personnes. Il y a quand même encore beaucoup de murs qui sont bien plus que linguistiques entre les communautés. Et je pense que les mutilations génitales en sont une. Et je dirais, au-delà des interprètes, je pense que comme professionnels de la santé ou du social, les apports des anthropologues, des sociologues, des ethnologues peuvent beaucoup nous nourrir nos pratiques. Alors on parle de préparer une désinfibulation, de ce que ça implique, de ce que ça implique pour l'accouchement, pour le postpartum, en parler avec la femme, mais ça c'est la situation, on va dire, idéale où on a le temps en amont de l'accouchement, pendant la grossesse, que ça a été décelé aussi, qu'il y a eu un diagnostic posé. Ariane, qu'est-ce qui se passe si ça n'a pas été un sujet soulevé pendant la grossesse, par exemple? Effectivement, on a encore beaucoup de femmes qui passent entre les gouttes, malheureusement, et puis on peut se retrouver en salle de naissance avec une femme infibulée, avec une équipe qui n'est pas préparée parce que c'était pas noté dans le dossier, et puis du coup des interventions qui vont être précipitées, qui vont être faites dans l'urgence, pas forcément avec les meilleures conditions, malheureusement. Et ça, c'est un petit peu une responsabilité, j'ai envie de dire, partagée, interprofessionnelle. La femme, elle est vue quand même plusieurs fois durant la grossesse par des professionnels de la santé. Je pense que les mutilations génitales féminines peuvent tout à fait
être abordé dans l'anamnèse générale aussi. Si on a un doute, on peut poser la question simplement, ouvertement. On sait que dans certains pays d'Afrique, l'excision est pratiquée. Est-ce que vous êtes concerné par cette pratique? C'est une question que je dois poser aux femmes pour préparer la naissance, s'assurer que justement la naissance va se passer dans de bonnes conditions. Et puis là, on a un retour de la femme. Certaines femmes peuvent ne pas savoir. Dans le cas de doute, j'encouragerais la femme à faire un examen clinique avec le professionnel avec lequel elle a le plus en confiance et qui pourrait être formé sur les mutilations génitales féminines pour qu'on puisse justement identifier. Mais là, je parle de sages-femmes en consultation qui peuvent orienter, mais il y a aussi les gynécologues de ville qui ont aussi une responsabilité à demander aux femmes à ouvrir la discussion sur cette thématique-là. Et puis, si ils ont peut-être moins de temps pour aborder, d'orienter justement vers un point de contact régional qui, eux, pourront prendre le temps d'investiguer, de prendre le temps de discuter avec la femme, le couple, la famille, évaluer s'il y a des risques, chez l'enfant à naître aussi. Ces points de contact sont importants où ils regroupent en réseau différents professionnels spécialisés, que ça soit un gynécologue, une conseillère en santé sexuelle, éventuellement un juriste, des interprètes communautaires habilités pour pouvoir discuter de ces sujets. Et tout ça va permettre, au-delà de la réalisation de l'acte qui demande quand même une formation pour que ça soit bien fait et que ça soit satisfaisant pour la femme, mais il lui faut aussi du temps pour se réapproprier son corps, pour savoir comment est-ce qu'elle pourra en parler dans sa communauté ou pas en parler. Qu'est-ce que ça signifie comme transformation, si elle peut en avoir des bénéfices ou peut-être aussi ressentir une perte liée à une nouvelle identité qui peut-être des fois ne lui conviendra pas forcément, etc. Donc tout ça c'est assez complexe et ça s'étale sur le temps. Donc pouvoir d'une part savoir que toutes ces dimensions sont impliquées, c'est nécessaire, mais aussi de savoir où adresser la femme, que ça soit avant une grossesse, là où les sages-femmes seront moins présentes, évidemment, pendant une grossesse ou après un accouchement. Et ça peut aussi impliquer, bien évidemment, des discussions avec le partenaire, qui soit du même pays d'origine ou qui soit originaire d'un pays où ça n'est pas habituel, dans le cas de couples mixtes. Alors, c'est quand même un sujet sensible au croisement de l'intimité, de la culture. Comment on peut l'aborder en tant que professionnel dans le respect des patientes et de leur famille ou même de leur culture? Bon, d'abord d'être à l'écoute, de les accueillir, de rendre un environnement le plus possible confortable et propice à la discussion. De suivre le rythme de la femme ou du couple, de partir de ce que elle connaît déjà, de ce que elle ressent par rapport à l'excision, aux mutilations génitales féminines, de qu'est-ce qu'elle connaît de sa propre anatomie. En utilisant, on peut utiliser des dessins, des schémas, ou on peut utiliser des modèles. On utilise beaucoup un set de vulves qui représente les différents types d'excisions, qui sont pas forcément exhaustifs, mais ça permet des fois à la femme de peut-être se repérer. Et puis à partir de là, on construit. Parfois, les femmes ne feront pas forcément la distinction, par exemple, entre le méa urinaire et l'orifice vaginal. On peut clarifier tout ça avec elles. Pour le clitoris, en leur montrant, en leur expliquant que, par exemple, toute l'entièreté du clitoris. Souvent, peut-être qu'elles peuvent penser qu'elles ont perdu tout le clitoris, mais en fait, elles ont perdu un bout du clitoris et de leur montrer
qu'il y a une grosse partie qui est encore là, qui peut être encore stimulée, et puis d'aller au rythme. Et puis des fois, on n'arrive pas en une seule fois à peut-être tout aborder. Des fois, ça nécessite un suivi ou parfois, ça nécessite qu'on oriente vers d'autres professionnels. Mais finalement, si on voulait être dans le respect absolu du vécu de ces femmes, on pourrait se questionner sur pourquoi on interviendrait, pourquoi on les ferait parler de ce sujet si elles n'ont pas forcément envie d'en parler, pourquoi on reconstruirait, c'est-à-dire de quel droit le soignant occidental devrait se saisir de cette question en réalité, si on veut poser la question de façon un peu naïve. C'est sûr que selon comment on aborde le sujet, cela peut extrêmement heurter les femmes et leur communauté. Les gens peuvent sentir des relents de colonialisme, de perception que leur culture est inférieure à la nôtre. Et ça, c'est des réalités. Et même si c'est pas l'intention du professionnel, il faut savoir que c'est sous-jacent. Mais disons, on va pas non plus proposer des interventions qui ne seraient pas pertinentes pour un mieux-être. Par exemple, si je prends une désinfibulation, elle est proposée en termes d'éviter un risque supplémentaire. C'est pas contre leur culture. Dans le pays d'origine, souvent, l'infibulation est aussi ouverte. Maintenant, il y a la question de est-ce qu'il faut refermer comme ça pourrait se faire traditionnellement ou en tout cas dans certains endroits. Là aussi, ça demande beaucoup d'explications. C'est pas seulement ici on ne fait pas, la loi interdit. Là, c'est une violence de parler de cette manière aux gens, à mon avis. Et il faut expliquer pourquoi ça serait pas pertinent de refermer. Donc, tout ça est très fin et doit être discuté vraiment au cas par cas avec les femmes. L'importance d'aborder le sujet aussi vers les femmes qu'on pense qui sont peut-être concernées, c'est aussi leur offrir cette chance de pouvoir en parler, en fait. Parce que oui, il y en a plusieurs femmes qui vont avoir subi excision et qui vont très bien la vivre et puis qui auront pas eu forcément de conséquences sur leur santé, mais il y aura de ces femmes qui auront pu être traumatisées, avoir vraiment des désagréments sur leur santé au quotidien. Et pour ces femmes-là, c'est important d'ouvrir la discussion à toutes les femmes qui peuvent être concernées pour justement que celles qui ont réellement besoin puissent avoir la chance d'aller un peu plus loin et de se sentir écoutées. Et puis, en fait, je suis impressionnée des ressources que les femmes, elles ont, des stratégies qu'elles trouvent à continuer à avancer, à se battre, parfois malgré des vécus qui ont pu être dans le passé très traumatiques. Et puis, c'est vrai que de voir ces femmes repartir avec, j'ai l'impression, d'avoir que j'ai senti qu'elles ont pu déposer un petit peu de ce qu'elles gardaient au fond d'elles depuis longtemps, parce que bien souvent, c'est la première fois qu'elles en parlent. Ça me donne énormément, en fait. Ça remplit ma journée. Herzstöne, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Pour aller plus loin, on ne peut que recommander de consulter les recommandations éditées par le Réseau suisse contre l'excision, disponibles gratuitement sur son site internet, où l'on trouve également la liste des points de contact régionaux et nationaux. En complément de cet épisode, Maria-Pia et Ariane ont écrit un article dans l'édition de décembre d'Obstétrica, revue de la Fédération suisse des sages-femmes. Tous les liens sont indiqués dans le descriptif du podcast.